On a plusieurs projets dont je suis fier. En fait, je suis fier de tous les projets. Choisir un projet en soi pour pouvoir dire c'est lui qui serait en haut, c'est très difficile. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les projets, puis c'est un peu, dans le fond, le slogan, c'est l'innovation puis l'aspect révolutionnaire. C'est très important pour nous dans nos projets. Bonjour à tous, ici Sophia Miliani, courtier immobilier chez PMML. Aujourd'hui, pour notre prochain épisode de Tout Terrain, on reçoit Georges Blouin, président de Synchro Immobilier. Donc, Georges Blouin, c'est un développeur, un investisseur, un constructeur, mais aussi un architecte. Donc, c'est quelqu'un qui a quasiment toutes les facettes, tous les besoins qu'on a besoin quand on fait du développement de terrain. Lui, il fait tout ça en même temps. Bienvenue, Georges, puis merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de nous accueillir. Bien, avec grand plaisir. Georges, je pense que tu as beaucoup de chapeaux, que tu portes beaucoup de chapeaux, puis on aimerait ça comprendre un petit peu comment tu fais tout ça. Puis on aimerait aussi comprendre c'est quoi les projets que tu fais, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe dans les journées de quelqu'un qui porte autant de chapeaux. Mais avant de parler de ça, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton histoire, que tu puisses nous dire, Georges, avant d'être un développeur et un investisseur, qu'est-ce que tu faisais avant? Comment ça a commencé tout ça? Ben, d'entrée de jeu, dans le fond, moi, je suis un fils d'entrepreneur. Fait que c'est sûr que mon père, Yvan Blouin, demeure pour moi un guide puis une référence. Mon père était un architecte qui développait aussi les projets puis les construisait. Donc, d'entrée de jeu, dans le fond, toute ma jeunesse, j'ai vu mon père travailler avec rigueur, avec débrouillardise pour pouvoir développer des projets. Puis ça m'a toujours inspiré de voir à quel point c'était important pour lui l'engagement puis le respect, dans le fond, de ce qui allait, ce qu'il voulait offrir, dans le fond, à ses clients. Puis, et, étant une job qui était assez prenante, où ce qu'on avait beaucoup d'engagement puis beaucoup d'items à gérer, beaucoup de responsabilités, ben, j'ai vite vu que ça prenait une passion. Puis le tout débute par ça. Puis cette passion-là de l'immobilier, je l'ai acquis moi-même. On m'a pas forcé, on m'a pas dit il faut que tu ailles là, on m'a pas demandé d'être le dauphin. Je l'ai fait par moi-même parce que j'avais un intérêt, j'avais un désir de poursuivre, dans le fond, la lignée de ce que mon père avait fondé, mais également de l'apporter ailleurs. Donc, dans le fond, de ramasser le bagage qui, indirectement, il m'a laissé, puis de prendre ce qui me convenait, puis après ça, de rajouter, dans le fond, la partie de moi qui m'appartient pour pouvoir, après ça, me rendre ailleurs. Mon père étant une personne très rigoureuse, je pense que sa vision à lui était plus de bien contrôler l'ensemble, puis d'aller vite. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est prendre ces aspects-là de ces caractéristiques, puis d'apporter ça à un autre endroit. Puis pour ça, il fallait rajouter d'autres qualités, d'autres spécialisations, d'autres items professionnels. Puis, moi, mon but, c'était pas d'aller vite, mais c'était plutôt d'aller loin. Donc, dans cet ordre d'idée-là, le bagage que j'ai acquis de lui, de façon indirecte, m'a permis, dans le fond, de concevoir le développement d'une autre façon. Puis de surtout concevoir le succès d'une autre façon. En général, a priori, les gens attribuent le succès à un paramètre financier. Moi, je pense que ça fait partie du succès, mais pour moi, c'est pas l'item le plus important. L'item le plus important pour moi, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, elle vient soit du milieu ou soit des clients. Puis c'est important pour moi, dans le fond, l'engagement. Puis l'engagement, je l'ai bien vu à travers le succès que mon père a eu, que c'était un item qui faisait une récurrence, qui faisait qu'il devenait un acteur aujourd'hui, mais aussi demain. Donc, j'ai assimilé tout ça, puis ce que je me suis dit, c'est que en greffant autour de moi
des individus qui vont pouvoir m'apporter ailleurs, ben avec ça, je vais être capable d'aller plus loin. Donc, tranquillement, avec le temps, avec le désir, mais surtout avec la passion, j'ai pris, dans le fond, l'initiative tranquillement de consulter les autres, de former des équipes, puis de tranquillement faire des projets de plus en plus importants. Puis ces projets-là ont eu un succès, certes financier, mais d'entrée de jeu ont eu un succès de collaboration. Puis c'est là que je vais chercher vraiment mon énergie puis ma force pour pouvoir continuer à chaque matin d'être heureux puis souriant quand je rentre au bureau parce que dans le fond, je nourris ma passion du développement que mon père m'a enseigné de façon indirecte, comme je disais. Pourquoi indirecte? Parce que il n'a jamais été quelqu'un qui m'a forcé à faire quelque chose. Mon père étant quelqu'un qui travaillait beaucoup, il était quelque peu absent dans ma jeunesse. Sauf que j'ai très bien savouré les moments où ce que je pouvais passer avec lui. Puis j'ai très bien compris qu'est-ce que ça signifiait veiller au grain. Parce que pour moi, veiller au grain, ça signifie, dans le fond, entretenir et superviser. Donc, la rigueur est un élément essentiel dans notre succès. Puis, cette rigueur-là, oui, elle se transpose en succès financier, mais avant tout, elle se transpose en succès, en référence au bien-être qu'on crée, puis aux gens qu'on rend satisfaits. C'est ça, dans le fond, qui est ma meilleure paye. Ben, écoute, c'est incroyable parce que tu nous parles un peu d'un héritage subtil, en quelque part. C'est une passion qu'avait ton père, qui t'a transmis, puis aujourd'hui, tu le fais par amour, pas par obligation. Par amour du métier, par amour du développement. Je sens qu'à travers ce que tu dis, tu aimes ce que tu fais, Georges. Ça, je pense que c'est une des plus grandes réussites dans la vie quand on aime ce qu'on fait. Parce que quand on aime ce qu'on fait, j'ai toujours cru qu'on va le faire mieux. Tout à fait. Puis c'est fou. Fait en arrière de tout ça, ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, tu as grandi là-dedans dans le développement. Moi, j'ai grandi dans une famille avec un entrepreneur en construction, Ouais, donc avec des imprévus, avec des périodes plus difficiles, ouais. avec des enjeux financiers, avec des enjeux de main-d'œuvre, avec des problématiques à résoudre. Mais ça a toujours été fait du côté paternel avec le, avec l'optique qu'il y a une solution. Donc, Ouais, tranquillement, les problèmes sont devenus des défis. ouais. Donc, ils ont été transposés de façon positive. Au lieu d'être quelque chose qui nous ralentit, je vois les problèmes comme quelque chose qui nous propulse vers l'avant. Mais Parce c'est qu'à chaque problème, on trouve la solution, puis celle-ci demeure en nous pour tous les autres projets. vrai. Donc, tranquillement, on s'arme, puis on devient de plus en plus rigoureux. Puis cette rigueur-là nous approche tranquillement, dans le fond, d'un projet parfait. Loin est de mon intention de dire que nos projets sont parfaits, sauf parce que, dans le fond, l'industrie évolue tellement vite. On développe un projet, on attend pour débuter la construction, on construit, on livre. À ce moment-là, déjà là, souvent, l'innovation est déjà rendue plus loin. C'est vrai. Puis surtout aujourd'hui, l'innovation va à une vitesse fulgurante, où ce que, dans le fond, on se rend compte que il faut être on touch, mais il faut surtout être ouvert d'esprit pour toujours essayer d'aller chercher le meilleur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se remettre en question, mais ça veut aussi dire de prendre les pauses requises pour revoir nos façons de faire, revoir les plans d'architecture, revoir la mécanique, revoir la structure pour toujours optimiser puis répondre aux besoins essentiels du client à qui on va livrer un projet. Oui, je pense que tout ça, c'est très important parce qu'il faut se rapprocher au maximum du besoin de notre client. Puis au final, on travaille pour ça. C'est de comprendre mieux nos clients, de comprendre les besoins, puis d'essayer de faire notre maximum pour livrer le meilleur produit. Euh, Quand on parle de synchro immobilier aujourd'hui, synchro immobilier fait de la construction, fait du développement, mais fait aussi des projets. Qu'est-ce que Synchro Immobilier fait aujourd'hui? Est-ce que vous le faites uniquement pour vous ou est-ce que vous le faites aussi pour des particuliers qui ont besoin de faire construire des projets ou développer des projets?
Ben, en fait, Synchro, ça a été fondé officieusement en 2011, mais officiellement au registre des entreprises en 2012. Puis à cette époque-là, dans le fond, on construisait des projets pour d'autres personnes. Tranquillement, dans le fond, on a rempli le carnet de commandes avec des projets propres à nous. Puis aujourd'hui, dans le fond, on travaille essentiellement seulement pour nos projets, que ce soit dans l'orientation locative, dans le multirésidentiel, ou que ce soit dans le condo divise, où ce qu'on fait, on met en vente des projets, puis qu'on livre ensuite à un syndicat l'immeuble. Ce qui est particulier, puis ce qui est reconnaissable dans le cas de Synchro, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un père qui a fait le débroussaillage, dans le fond. Donc, dans le fond, qui a créé la notoriété de l'entreprise par ses réalisations, par le respect, par l'engagement, par la collaboration. Puis ça, dans le fond, aujourd'hui, ce sont des valeurs qu'on poursuit dans l'entreprise. Puis ces valeurs-là, la mission de l'entreprise, la vision de l'entreprise, elle est assurément teintée par toutes les réalisations antérieures. Ou ce qu'à cette époque-là, il y avait moins cet esprit-là de savoir où s'en va l'entreprise, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les valeurs qu'on greffe. C'était moins présent, là, 20 ou 30 ans, ces caractéristiques-là dans une business. Mais aujourd'hui, c'est devenu essentiel de pouvoir distribuer à nos employés où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi l'objectif, c'est quoi les valeurs, parce que tous ensemble, on contribue au succès. Puis souvent, c'est ça que je dis aux employés, je dis, puis les employés, je trouve que c'est un terme aujourd'hui que je veux changer pour collaborateurs, parce qu'ils collaborent tellement au succès qu'ils doivent aussi en prendre une partie. Puis reconnaître qu'ils sont intégralement des acteurs du succès. Puis ça, moi, avoir de la reconnaissance, pour moi, c'est super important. Puis en bout de ligne, à quelque part, mon attente à moi, c'est la reconnaissance des autres dans ce que je fais. Puis étant un métier qui est très difficile, entrepreneur en construction, promoteur, autant difficile que mal perçu par la population, ben c'est rare qu'on va obtenir de la reconnaissance de notre clientèle, car celle-ci, dans le fond, va plutôt être nous interpeller pour des problématiques ou des inquiétudes. Puis à ce moment-là, il faut être capable de percevoir ça comme étant, comme faisant partie de l'aventure. Parce que quand un client a une problématique, ben nous, notre engagement, c'est de lui répondre rapidement, de le comprendre, puis de trouver une solution. Peu importe si ça nous appartient ou non, on se sent impliqué, puis on sent qu'on peut faire une différence pour que ce client-là, dans le fond, devienne un porte-parole de l'entreprise. C'est très intéressant, Georges, ce que tu dis. Puis moi, je comprends un petit peu tout ça parce que ça fait partie de la vie de tout entrepreneur, de tout travailleur autonome, la reconnaissance de soi-même, de ce qu'on fait. Mais c'est très important, la reconnaissance d'autrui, parce que je pense qu'on est comme c'est un tout. Puis il n'y a pas une entreprise qui réussit parce que le président est bon ou parce que le vice-président travaille fort. C'est tout le monde. Ça part de l'entrée de la porte de l'entreprise jusqu'à la sortie. Tout le monde qui travaille dans une entreprise participe au succès et au développement de celle-ci et tout le monde mérite la reconnaissance de son travail. Moi personnellement, quelqu'un qui se lève le matin et qui rentre au bureau, il a toute ma reconnaissance. Parce que déjà là, la présence des équipes, l'ambiance que ça donne dans une entreprise, d'avoir des équipes contentes de rentrer au bureau le matin, ça fait des belles journées. Puis ça crée une ambiance où est-ce que le monde a envie de travailler, puis a envie d'arriver à une finalité, puis un projet finalisé, ben, c'est une réussite pour ces équipes-là. Puis ils ont tous travaillé dessus. Fait que je pense que en tant qu'entrepreneur de ton côté, c'est quelque chose que tu comprends et c'est quelque chose qui donne le succès à toutes les entreprises. Puis je suis contente de t'entendre dire ça parce que on a besoin de tout le monde en immobilier. On a besoin de l'architecte, de l'urbaniste, on a besoin des adjoints, on a besoin du soutien administratif, on a besoin de tout ce monde-là pour que les projets réussissent. Puis beaucoup de monde oublie
qu'à travers des projets et qu'à travers surtout des projets de développement, c'est pas juste des gars de construction qui sont en arrière puis des gens qui font du développement. Il y a toute une équipe administrative qui met en place un travail pour que ce projet arrive à terme. Puis ça, c'est important d'en parler parce que ces gens-là, on les oublie dans le milieu de l'immobilier. On parle de l'urbaniste, on parle du développeur, du constructeur, du promoteur, mais il y a plein de monde en arrière. Il y a les comptables, il y a les gens qui s'occupent de la facturation, il y a les gens qui s'occupent des soumissions, il y a les acheteurs, des marcheurs. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des projets immobiliers puis qui participent à son succès. Mais je suis contente que tu en aies parlé, Georges, parce que ces gens-là, c'est grâce à eux qu'il y a plein de projets qui réussissent, puis qui poussent, puis qui lèvent, puis qui se finalisent au final. Quand on parle un petit peu de tout ça, moi, ça m'amène à te poser la question par la suite. Synchro, vous faites actuellement, comme tu l'as dit, vos propres projets, vous construisez vos propres projets. Y a-t-il un projet que toi, tu aimerais nous parler principalement, un projet dont lequel tu es fier? Est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet que tu es le plus fier? Pas nécessairement parce qu'il est beau, mais peut-être que tu as eu des challenges, des défis, que tu as réussi à te surpasser. Puis, On a plusieurs projets dont je suis fier. En fait, je suis fier de tous les projets. Choisir un projet en soi pour pouvoir dire c'est lui qui serait en haut, c'est très difficile. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les projets, puis c'est un peu, dans le fond, le slogan, c'est l'innovation puis l'aspect révolutionnaire. C'est très important pour nous dans nos projets. On aime tenter de nouvelles approches, puis on le fait pas à tête baissée. On le fait de façon réfléchie. On le fait en faisant de la R&D, on le fait en faisant des tests, on le fait en analysant avec d'autres professionnels dans d'autres pays, dans d'autres provinces. On s'assure, dans le fond, d'être rigoureux puis de consulter les gens pour valider des nouveaux concepts. Puis à travers ça, je peux vous nommer, exemple, le projet Caméléon, où ce qu'on a fait un projet hybride, un projet unique, où ce qu'on a intégré le bois CLT avec les poutrelles d'acier ainsi que le béton. Puis on a utilisé 3 structures différentes qui souvent sont utilisées de façon unique dans un projet. Nous, on a pris les 3. On s'est dit, dans ces structures-là, c'est quoi, dans le fond, la meilleure formule pour chaque structure, puis on l'a appliquée dans le projet. Exemple, le béton, on sait que c'est une structure qui est rigide, c'est une structure qui permet, dans le fond, d'avoir plein de considérations au niveau coupe-feu et acoustique, mais en même temps, c'est pas une structure qui est malléable, c'est pas une structure qui est modifiable dans le temps. Après ça, la structure métallique, c'est une structure plus légère qui nous permet, dans le fond, de faire de l'architecture différente, moins contraignante, parce qu'elle est en soi, elle s'autoporte de façon plus facile. Puis, la structure de bois, ben, elle, qu'est-ce qu'on lui cherche? On aime son aspect vernaculaire de le bois étant un matériau noble, étant d'une apparence qu'on aime, ben, on veut l'exposer. Fait que le projet Caméléon, c'est ça qu'on a fait. On a utilisé le bois pour faire des éléments porteurs verticaux qu'on a laissé apparents dans les unités. On a utilisé les poutrelles d'acier pour faire le plancher. Les poutrelles d'acier permettent de faire circuler la mécanique dans les poutrelles, donc on n'a pas de retombées. Puis, ça offre une acoustique similaire au béton quand on a des détails appropriés, mais surtout bien exécutés. Puis le béton, ben dans le fond, lui, il s'assure de faire un contreventement, d'avoir une base solide, puis de pouvoir transmettre les charges, puis de répondre aux besoins sismiques, aux besoins structuraux que les codes nous imposent. Le projet Caméléon en est un exemple. Le projet Alto, c'est un autre projet. À ce moment-là, on a essayé les murs porteurs en coffrage isolant, les planchers en CLT soutenus par des axes de poutrelles en acier. Donc là, c'est tout à fait un autre domaine au niveau de l'ingénierie. Puis c'est pas n'importe quel ingénieur qui va vouloir se lancer dans des défis comme ça, parce qu'il n'y a pas de précédent, il n'y en a pas d'exemple. On peut pas se baser sur quelque chose qui a déjà été réalisé. On doit créer le modèle, puis ensuite, dans le fond, plus tard, les gens vont pouvoir se baser sur ça pour pouvoir poursuivre la révolution dans l'industrie. Puis le but pour nous de créer des nouvelles structures, de créer de l'innovation,
c'est sûr que c'est d'optimiser les processus de construction, réduire l'échéancier de construction, bonifier, dans le fond, la plus-value que la structure peut offrir pour les besoins des occupants, mais également de réduire les coûts pour en faire profiter nos clients, que ce soit dans le locatif ou dans le condo. Pour nous, dans le fond, les projets, c'est essentiellement 3 items. Le site, parce que souvent, c'est le site, mais nous, c'est pas le site. Nous, c'est le site. Donc, où est localisé le projet? C'est l'architecture. Comment que l'architecture peut rendre unique un projet sans faire exploser les coûts? Puis le troisième, c'est le prix d'acquisition ou le prix de location. C'est très important pour nous d'être le plus abordable possible en relation avec le produit qu'on va offrir. Donc, quand on est capable d'avoir un site exceptionnel qui, sans doute, est notre force, parce que nous, Syncro, on n'est pas des acheteurs de terrain à outrance. Ce qui nous intéresse, dans le fond, c'est d'acheter des terrains qui sont différents à des endroits stratégiques où ce qu'on peut offrir, dans le fond, quelque chose de différent. Puis après ça, de faire une architecture différente en contrôlant très bien les coûts qu'elle reflète. Puis après ça, dans le fond, permettre aux gens d'avoir une accessibilité au projet. Quand on a les 3 ingrédients, c'est hors de tout doute, on va avoir un succès. C'est incroyable ce que tu dis, Georges, parce que c'est exactement les outils que les développeurs puis les promoteurs ont besoin pour faire fonctionner un projet. Puis au final, ben, quand tout est là, on a des transactions qui ont du succès. On a aussi une communauté, la personne qui va habiter le lieu, qui va louer le lieu. Le but, c'est que cette personne-là soit contente aussi. Je pense qu'un développeur, un promoteur qui est alerte à ces besoins-là va avoir des projets à succès. Moi, ma prochaine question, c'est comment toi, tu es capable d'ajouter ton grain de sel dans tes projets en tant qu'architecte? Là, je l'entends avec tes projets, tu me parles d'innover dans les structures, les façons de construire pour aller chercher peut-être une nouvelle vision dans l'architecture, dans le développement. Et je comprends aussi que cette touche un petit peu différente des autres promoteurs, c'est que toi, tu veux te définir tout le temps en étant dans l'innovation. C'est ton côté architecte, ça, c'est qui parle dans tes projets. Comment tu fais pour jouer un rôle d'architecte dans tes propres projets? Est-ce que c'est toi qui le fais ou est-ce que tu engages des architectes quand même pour travailler sur tes projets? Non, on fait l'ensemble des plans d'architecture de nos projets à l'interne dans notre atelier d'architecture. Mon associé unique, mon père Yvan, dans le fond, s'occupe de l'atelier. Bien que j'aille une formation puis je sois inscrit au tableau de l'ordre des architectes, pour moi, l'architecture, c'est une discipline qui se transfère de maître à élève. Donc oui, j'ai les papiers, j'ai le diplôme, mais essentiellement, l'enseignement que j'ai eu, c'est pas à l'école d'architecture de l'Université Laval. C'est avec Yvan, en le regardant, en l'écoutant. Puis écouter, c'est quelque chose encore aujourd'hui qui est un de mes démons. Parce que quand on a les œillères fermées, quand on regarde comme ça, on n'écoute pas. Parce on focalise sur un objectif. Mais quand on est capable d'avoir l'énergie, parce que ça prend beaucoup d'énergie pour faire ça, d'ouvrir puis d'écouter pour vrai, ben là, c'est fou comment on est capable de s'élever plus haut. Mon implication en architecture est limitée parce que, dans le fond, on a chacun notre carré de sable. Le carré de sable de l'architecture, c'est Yvan, sauf que moi, je vais m'impliquer à 2 moments précis. Je vais m'impliquer au début, dans l'implantation du bâtiment, dans son optimisation au niveau de son gabarit, au niveau de son implantation, comme je disais, au niveau, dans le fond, de où qu'on va positionner les aires communes, qu'est-ce qu'on va faire au rez-de-chaussée, comment qu'on va faire la conception de notre stationnement intérieur, qui demeure, pour tous les promoteurs qui nous écoutent, un irritant majeur. Hein. Souvent, on va dire à la blague que c'est le parking qui décide le projet. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Puis, dans le fond, les mœurs changent en ce moment au niveau du parking. Tranquillement, les villes allègent les exigences parce que la présence de l'automobile, c'est quelque chose que culturellement, tranquillement, va changer. Donc, on le sent un peu dans les restrictions qui s'allègent. Puis, on sent aussi que il faut écouter les besoins des autres. Puis si on n'est pas en mesure d'écouter les besoins,
ben visiblement, on va avoir de la détention. On va avoir un problème d'écoulement. Si on est capable d'anticiper les problèmes, les besoins, pardon, ben là, dans le fond, on est champion. Puis anticiper, ben c'est quand même un risque parce que on peut se tromper. On parle de voir qu'est-ce qui pourrait venir. Mais tout ça est influencé par plein de choses. Juste la pandémie, c'est quelque chose qui est arrivé qu'on n'anticipait pas, mais qui a perturbé l'industrie. 100%. Puis, dans le fond, en deuxième lieu, au niveau de l'architecture, je vais m'impliquer une fois que les plans sont rendus pour soumission. Bien là, je vais réviser pour optimiser, regarder les détails, voir est-ce que faire ce type d'aménagement-là est une plus-value pour le projet ou c'est une réponse d'un désir de faire quelque chose de beau pour l'architecte, mais qui répond pas aux besoins du client. Donc, pour moi, ça, c'est une perte financière qu'on fait ça. Si on veut investir dans des aires communes, il faut s'assurer qu'on fait l'investissement qui répond aux besoins. Parce que autrement, ce qu'on veut, c'est faire des pages dans une revue. Puis nous, ça n'a jamais été notre intention. On est un groupe qui est très lean au niveau de l'exposition. C'est très fréquent que sur nos projets, on n'a aucune affiche qui mentionne que c'est synchro, alors que le sous-traitant Giclard, il a son affiche, puis même le gars qui fait le contrôle du béton là. Mais nous, on n'est pas présent. Pourquoi? Parce que on sent pas le besoin de démontrer qui on est. Pour nous, c'est la notoriété, l'engagement, puis dans le fond, le respect de ce qu'on entreprend puis ce qu'on dit qu'on va faire, c'est ça qui fait que notre réputation va de l'avant puis que les gens nous font confiance. Parce que ça soit en courtage ou en entrepreneuriat de construction, malheureusement, c'est deux domaines qui sont teintés par des exemples néfastes qui font un rayonnement négatif sur l'industrie. Puis ça, je trouve ça tellement dommage parce que on parle souvent de ce qui va pas bien, mais on oublie de parler ce qui va bien. Puis ça, c'est quelque chose que j'en fais un point d'honneur, remercier les gens, leur dire qu'ils ont fait un bon coup. Parce qu'on oublie de le 100%. faire. Qu'est-ce que ça fait, ça, comme réaction? Ça motive les gens. Ouais. Ça crée l'équipe. Puis ça crée cet engagement-là qui est le point central du succès. C'est vrai. Quand on a une équipe, puis quand je parle de l'équipe, je parle pas des gens à l'interne que je paye des salaires. Là, je parle des sous-traitants qu'on engage, des professionnels qu'on engage, des fonctionnaires à la ville qui travaillent sur le projet. Toutes ces personnes-là méritent de leur dire quand que « Wow, merci, puis tu m'amènes ailleurs ». Moi, j'ai toujours le sentiment d'aller chercher des employés, des collaborateurs, des professionnels qui sont meilleurs que moi. Je me pense pas devin. Moi, je pense que mon rôle à moi, c'est un rôle de chef d'orchestre où que je dois m'assurer que les cuivres puis les vents, ben, c'est les bonnes personnes qui sont là. Puis si je vois qu'une personne est pas bonne à trompette, ben, il faut que je lui dise, ben, il faut surtout que je la motive pour lui dire, tu serais bonne à telle place. Puis après ça, l'encourager, la soutenir, puis voir sa progression. Puis après ça, récolter les fruits. Que ça la je comprends. Je comprends. Moi, ma prochaine question s'en va, Georges, à me dire, toi, en tant que développeur, promoteur, c'est quoi un bon terrain pour toi? Un bon terrain pour moi, c'est un terrain qui, de un, offre de façon, dans le fond, pour le piéton, des accès à des commerces de proximité, à des parcs, à du transport en commun, à des endroits pour le travail. Je pense que de plus en plus, aujourd'hui, les gens ont besoin d'habiter dans un milieu de vie où c'est là qu'ils vont aussi vivre leur vie professionnelle, et qui vont vivre leur relation avec leurs amis, qui vont pouvoir éduquer leurs enfants, qui vont pouvoir les amener à l'école à pied. C'est tellement important, tous ces petits moments-là, puis les savourer. Puis en le vivant moi-même, ben, ça me permet d'encore plus y croire puis de le transposer dans les projets. Aujourd'hui, dans le fond, il y a plein de terrains à vendre, que ce soit à Québec, à Lévis, que ce soit à Montréal ou peu importe autre dans la province. Il y en a beaucoup d'opportunités. Sauf qu'est-ce que c'est tous des bonnes opportunités? Ben là, dans le fond, pour répondre à cette question-là, il va falloir savoir c'est quoi les critères,
de l'entreprise qui veut acheter le terrain pour faire son projet. Exact. Chaque entreprise va être différente. Puis un terrain qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour un autre développeur ou un autre constructeur. Chaque entreprise a sa façon de travailler. Chaque entreprise a ses visions. C'est vrai que un terrain bien situé va être beaucoup plus intéressant parce que on peut automatiquement mettre un projet qui va avoir du succès en termes de walk score, en termes de commerce de proximité. Les gens vont avoir tout de suite une vie plus facile parce que les commerces sont là, les écoles sont là, les milieux de vie, on peut sortir, on peut aller magasiner, on peut aller à l'épicerie. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'aujourd'hui, il n'y a que ça. Il y a aussi des projets qui ont été des succès même dans des secteurs qui ont moins de services de proximité, parce qu'il y a des villes qui ont qui n'avaient pas autant de services, mais qui ont été développés, puis on en parlait tantôt avec Patrice, la Rive-Sud, il y a 20 ans, c'était pas ce que c'était aujourd'hui, puis Laval non plus, puis aujourd'hui, c'est des grandes villes qui sont bien peuplées, qui sont bien desservies par les services, les transports en commun. Il faut qu'à quelque part, il y ait toujours un commencement. Mais il y a des projets pour chaque développeur parce que chaque développeur va être différent. Il y en a qui vont vouloir être les pionniers d'un secteur. Il y en a qui vont vouloir redévelopper un site parce qu'ils ont une vision différente de la ville puis ils veulent répondre à un besoin. Je pense que c'est aussi de répondre aux besoins du moment. À chaque moment qu'on fait un projet, il y a toujours un besoin à quelque part. Et la clé, c'est de répondre à ce besoin pour mieux identifier l'opportunité. Puis comme tu l'as dit, il y a plein de terrains à vendre. Il n'y a pas beaucoup de terrains qui ont des bons zonages, qui ont peut-être tous les critères et les qualités pour devenir un projet, mais chaque développeur a sa façon de vision, chaque développeur a sa vision, puis chaque développeur est capable de transformer. C'est ça que j'aime dans les développeurs, c'est quoi? Les développeurs, je les vois un peu comme des visionnaires, des gens qui viennent transformer, réimaginer quelque chose, puis c'est ça, c'est de la créativité, puis il n'y a pas de limite là-dedans. C'est ça qui est le fun, parce que moi, je travaille directement avec les constructeurs puis les développeurs, puis j'ai vendu des projets que j'ai vus être des terrains à développer, puis que je les ai revendus quand ils ont été développés directement aux constructeurs, puis j'assiste à des projets qui ont levé finalement. Puis ça, c'est incroyable, parce que les 3 personnes ont été 3 acteurs différents, puis ils n'avaient pas la même vision, mais chacun a mis son grain de sel, puis on a eu des projets qui ont levé, qui ont eu du succès. C'est ça, quand tu parlais tantôt, c'est pas juste les gens qui travaillent avec nous, c'est aussi tous les gens qui travaillent sur un projet. Un terrain, ça part d'un propriétaire foncier qui l'avait il y a quelques années, peut-être qu'il l'a eu en héritage ou qu'il l'a acheté pour faire de l'investissement, qu'il l'a peut-être pas développé puis qu'il a voulu revendre. Le développeur arrive, il redéveloppe un site, il imagine quelque chose, le promoteur arrive, le construit, ça devient, c'est un projet, finalement, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Fait que tout ça m'amène à penser que tout ce que tu dis, Georges, c'est vrai. C'est un tout. C'est un travail qui part from scratch, qui arrive à un succès. C'est le travail de tout le monde qui fait en sorte qu'il y ait un succès. Pour terminer le tout, moi, j'aimerais avoir un peu ta vision, Georges. Comment tu vois le marché du développement dans les prochaines années, surtout que toi, tu es basé à Québec. Comment tu vois Québec dans les prochaines années? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on sort de l'équilibre, au sens où les propriétaires de terrain, peu importe sa localisation, ont souvent comme prémisse une certaine valeur en fonction de ce qu'on peut y faire. Puis cette valeur-là, dans le fond, est transposée de site en site sans nécessairement attribuer des caractéristiques spécifiques au site. T'sais, par exemple, si, mettons, on dit ce terrain-là vaut tant la porte à tel endroit, ben après ça, un vendeur plus loin va se baser sur ça pour dire, moi, c'est ça que je veux, la porte. Malheureusement, les 2 sites ne peuvent pas être comparés à la porte parce qu'ils ont des caractéristiques différentes, puis ils ont des critères différents, puis ils ont des points positifs puis négatifs qui font que c'est pas une comparaison adéquate. Puis, dans le fond, moi, je pense que on doit être éduqué, puis on doit ne jamais fermer la porte en lien avec des problématiques que le site peut avoir au niveau de ses conditions existantes. Que ce soit de la géotechnique,
que ce soit des problèmes environnementaux. Nous, dans le fond, c'est des items qui nous font pas peur. Pourquoi? Parce qu'on a du monde en arrière de nous qui nous apporte des solutions. On est toujours en touch de l'innovation pour améliorer le sort et pour réduire les coûts de rendre le site construisible. Puis ça, c'est super important. Souvent, on achète des terrains qui sont délaissés, que les gens ne voulaient pas faire parce qu'il y avait trop de problèmes. Mais on arrive avec une solution à ces problèmes-là. Puis, dans le fond, il faut, une fois que les solutions sont apposées, ça devient du passé. Puis, on y pense plus, puis on développe. Euh, la grande problématique du développement, que ce soit à Québec ou à Montréal ou ailleurs, je pense que les instances gouvernementales, en ce moment, sont très exigeantes sur plusieurs points. Puis, on est un peu, dans le fond, pas bien aligné avec le besoin de la population. On le sait, la planète Terre, le développement durable, c'est une chose. Fait qu'on a déjà le développement durable en soi. Après ça, on a l'efficacité énergétique au Québec. On sait, on veut réduire la consommation électrique, puis pas dépenser d'énergie non renouvelable comme le gaz naturel. Ouais. Puis en plus de ça, on nous demande l'abordabilité. À un moment donné, il faut faire un choix, puis mettre ça, on peut pas mettre ça sur le même piédestal. Il faut mettre les critères, puis dire c'est quoi la priorité. Parce qu'autrement, on n'est pas capable de répondre à tous ces critères-là en même temps, puis de dire voici l'habitation pour le peuple. Ça ne marchera pas. C'est vrai. Donc, il faut être capable, comme peuple, de se dire c'est dans cette direction qu'on va, puis on répond d'abord à un problème, puis tranquillement, on va ajouter les autres. Puis je suis très sensible à l'économie d'énergie, puis dans le fond, au respect de la planète, parce que j'ai des enfants, puis mon souhait, c'est que mes enfants aient aussi des enfants. Oui, oui. Mais écoute, c'est très inspirant ce que tu dis parce que c'est la réalité actuelle de tous les promoteurs et développeurs, c'est qu'il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de cases à cocher, puis on n'arrive pas à cocher toutes les cases, malheureusement, dans le marché actuel, puis on s'en va vers ça. L'amélioration du Québec, le redéveloppement du Québec, le besoin à combler en logement va se faire graduellement, puis on va évoluer à travers tout ça. On a fait des erreurs dans la construction dans le passé, on va en faire encore. Mais moi, je pense pas qu'on a fait des erreurs. Moi, je pense que c'est plutôt que on a agi en fonction du moment. Oui. Sans avoir une vision à long terme, mais cette vision-là était très dure à planifier. C'est vrai, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, on est plus conscient. Aujourd'hui, on est conscient, mais on est surtout très, très informé. Oui. Puis ça, les médias sociaux, l'accès à l'information, mais aussi la désinformation, malheureusement, fait que on a un stress supplémentaire. Oui. Puis on doit, puis ça, c'est important, on doit planifier le projet pas au jour 1 quand on achète le terrain. On doit planifier le projet au jour qu'on va le livrer. Puis c'est là que le risque commence. C'est vrai. Parce que il peut avoir 1 an, 2 ans, 4 ans avant de livrer le projet, tout dépendant de l'ampleur du projet, puis surtout tout dépendant de la ville. C'est vrai. Donc, nécessairement, il faut être capable d'avoir les intrants suffisants pour être en paix avec la vision qu'on a pour un projet, ce qui va permettre qu'il se réalise. Puis peut-être que ça ne sera pas un 100%, mais qui veut 100%? 100%, c'est pas humain. Non, c'est vrai. Fait que si on est capable d'atteindre 80%, 90%, c'est déjà un succès. C'est déjà un succès. Ouais. Puis le vrai succès, c'est quand les gens déménagent puis sont souriants, puis sont heureux. C'est vrai. Ça, c'est la paye. C'est la vraie paye. C'est vrai. C'est la seule qui compte. C'est vrai. Toi, en tant que développeur, ça, c'est ta paye, mais moi, en tant qu'un acteur qui participe à des développements en faisant des transactions avec les développeurs et les constructeurs, moi, ma paye, c'est quand mes clients, ils lèvent leur projet finalement. Parce qu'après avoir vendu le terrain, tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer dessus. Puis ça aussi, c'est là que tu te rends compte que c'est une réussite. C'est quand tu vois des projets se concrétiser. Mais écoute, mais juste, je sais que tu veux conclure, là, mais je me permettrais de te dire que je pense que ta paye à toi, là, ta meilleure paye, c'est quand le deal se fait entre deux personnes qui sont satisfaites. Puis ça, là, c'est à la base de ma business. Win, win.
100%. Faut Ça, toujours que ça soit gagnant-gagnant parce que on n'est pas là pour une petite partie. On est là pour longtemps. Puis qu'est-ce qu'on se souvient? On se souvient de la façon qu'on a été traité. on se souvient aussi des émotions, puis on se souvient aussi des discussions, des négociations, puis il y a une clé dans les transactions réussies. Ça, je l'ai toujours dit, puis quand je transige, je négocie, et je rends des deals viables, parce que souvent, au début, c'est très difficile, surtout dans le terrain. Moi, ma clé, là, puis je le dis tout le temps à mes clients, quand tu vas te rendre chez le notaire, tu vas serrer la main de l'acheteur, puis l'acheteur va serrer la main du vendeur. Parce que c'est ça, une transaction réussie. Parce que le gars, il t'a vendu le terrain, tu t'en vas. C'est pas fini. Tu vas peut-être avoir besoin de lui un jour. Tu vas le re-rencontrer sur un autre site. Tu vas avoir besoin de lui parce que le gars, c'est peut-être un développeur, mais il va développer un autre terrain et vice-versa. C'est un travail d'équipe. Puis je pense que beaucoup de développeurs le comprennent, beaucoup de constructeurs le comprennent. Je pense que les courtiers immobiliers, nous, ça fait partie des règles principales pour transiger. Si tu maintiens les parties contentes et heureuses malgré les solutions, puis Dieu sait combien on a de challenges dans les transactions, des problèmes qui arrivent, un terrain qui est finalement contaminé, une étude de sol qui ne sort pas comme prévu, une grenouille dans un site, c'est des défis qu'on vit à tous les jours. Mais je pense que l'art d'être un bon courtier, c'est de maintenir les parties ensemble puis de les amener ensemble chez le notaire. Parce qu'au final, s'ils ne s'entendent pas, ils n'iront pas au notaire. Ouais, il Tu faut les qu'ils emmèneras collaborent. pas main par la main. On n'est pas on n'est pas des gens qui sont là pour faire forcer ces gens-là. Ils vont y aller d'eux-mêmes. On est juste des facilitateurs. Ouais, puis vous Donc, êtes du monde qui écoute, puis exactement, qui aussi qui recommande. exactement, Puis je pense que le rôle du courtier, c'est de créer des liens entre des personnes, puis d'assurer la collaboration. exactement. Parce que comme ça, c'est fou comme société, on grandit. C'est vrai. On doit tous travailler ensemble, puis oui, c'est des belles paroles, puis tout ça, mais si on peut tendre un peu plus vers là, puis ça commence par se mettre dans la position de l'autre, puis Exactement. comprendre l'autre, puis ça revient à ce que je disais en introduction, ça commence par écouter. C'est vrai. Je suis Puis 100% d'accord avec toi. la prémisse de ça, c'est quoi? C'est tout le monde a une vision adéquate, mais incomplète. OK. C'est très philosophique, Georges, ce que tu viens de nous laisser comme dernier message. Ça laisse à réfléchir. Ça laisse à voir un petit peu que chacun est différent, que tout le monde a sa façon de faire les choses. Moi, je trouve que dans ce que tu dis, ça m'allume une pensée qui dit personne n'a raison, personne n'a tort. Écoute, Georges, j'aimerais ça que tu nous donnes un conseil à tous les investisseurs et les développeurs. C'est quoi le meilleur conseil que toi, tu as appris dans ta carrière, en quelques mots? Prendre le temps de bien faire les choses. C'est assurément ça. Acheter un terrain, ça signifie pas devoir le développer le lendemain matin. Ça signifie de le développer au bon moment, en fonction des critères de notre terrain, mais également du développement qui se passe autour. Ça signifie quoi? Ça signifie s'ouvrir à l'autre, se mettre vulnérable, parler aux autres promoteurs. Puis ensemble, si vous êtes capable de communiquer, ben, tout le monde va avoir plus de succès. Merci, Georges. C'est incroyable. On a fait une très, très belle interview. Tu as pu nous parler un peu de ton expérience, ton expertise. Puis je pense que dans cette entrevue, il y a beaucoup de messages où est-ce qu'on doit dans le fond, revoir nos façons de réfléchir en tant que développeur, en tant qu'acteur dans l'immobilier, en tant qu'investisseur. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je pense que l'humain est en constant développement. On apprend à tous les jours et on n'arrêtera jamais d'apprendre. Merci, Georges, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci de t'être déplacé de Québec jusqu'à Montréal pour faire ce tournage. On est très contents de t'avoir eu. Et merci pour les conseils. Puis je vous dis à très bientôt sur un autre épisode de Tout Terrain. Merci à tous.